pendant ce temps, les Européens sont-ils prêts à avancer? On va recevoir sur ce plateau dans quelques instants un homme politique qui pèse, qui a beaucoup pesé et qui pèsera peut-être à nouveau en Europe. C'est Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien. Toute l'Europe doit se décider sur ce qu'a dit hier le président de la République concernant l'extension de la dissuasion nucléaire française, mais aussi d'éventuelles troupes de réassurance, comme on dit, de maintien de la paix au sol en Ukraine. Écoutez ce que déclarait à ce sujet Emmanuel Macron. Nous avons décidé de ne pas engager nos troupes en confrontation directe avec une puissance dotée de l'arme nucléaire sur un conflit territorial. Monsieur le Président, pourquoi? Pour pas que ça escalade. Monsieur le Président, on ne veut pas faire la Troisième Guerre mondiale. Voilà, donc des troupes, mais dans les circonstances qu'on va voir, puisque ça correspond pour l'instant, on va voir ce que proposent les Américains, notamment Keith Kellogg, et théoriquement c'est un des sujets qui devrait être sur la table demain soir à Istanbul, sur les troupes qui seraient proposées pour assurer ces forces de réassurance. Quand on voit la carte, il y a les Français, les Anglais, les Polonais peut-être, mais tout à l'heure l'ambassadeur disait non, on n'ira pas. Non, mais on revient toujours au même. Vous savez, le maximum que les Européens ont engagé dans une grande opération, c'était en Afghanistan. Il y avait 44 000 soldats de l'Union européenne, il faut la nommer. compris. Sur ces 44 000 soldats, il y en avait à peu près 25 000 qui étaient dans les zones de combat et qui se battaient véritablement. Parmi eux, les Français, les Britanniques, un peu les Danois, etc., et quelques bataillons divers. Et on est toujours sur la même équation en termes militaires. Ça, c'est pour les volumes de force à ceux qui y participeront. Déjà, vous pouvez enlever le drapeau allemand, ils n'y seront pas. Ils n'iront pas. Ah non. Même les Polonais. Non, les Polonais, ils ont dit non. Les Polonais ont dit non. C'est cool, mais je peux vous dire, ils n'iront pas. Si je peux me permettre, ça part mal quand on doit déjà enlever 2 drapeaux. Alors, on verra ce que disent les Italiens, puisque Matteo Renzi va nous rejoindre, l'ancien chef du gouvernement italien, sénateur italien. Je vous en prie, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Ma collègue Lucille va vous amener par les Français. Alors, c'est un bonheur, évidemment, de vous recevoir en plus de vos... Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, l'Italie. Un plaisir. Une des puissances du continent. On est en train de discuter de la présence éventuelle de troupes au sol françaises, anglaises. L'Italie a déjà pris position. Pourquoi l'Italie ne veut-elle pas, apparemment, avoir des troupes au sol en Ukraine? Je pense que le problème de l'Italie a été dans les derniers jours la décision de la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, de ne faire part du groupe qui a pris le train pour Kiev. Donc la priorité, pour moi, ce n'est pas la discussion à propos des troupes au sol qui, j'espère, ne sera pas une nécessité. J'espère. Surtout si les rendez-vous d'Istanbul va donner quelques résultats concrets, comme tous, je crois, nous espérons. Le problème, c'est que l'Italie a décidé de quitter les groupes de tête de l'Europe. Et il y a une nouvelle situation, parce qu'il y a 3 ans, il y avait le président Macron, il y avait les leaders de l'Allemagne, Scholz, et il y avait Mario Draghi. Aujourd'hui, il y a Macron, il y a le nouveau leader de l'Allemagne qui est M. Merz, mais il y a la Pologne. Celui-ci, c'est la nouvelle chose qui est intéressante pour la géopolitique et pour le futur. Pour vous, est-ce que vous félicitez ce que fait Emmanuel Macron? Il joue ici un rôle en pointe. Lui, il a fait le choix très visible d'être à la pointe du combat pour soutenir l'Ukraine. Est-ce que ça résonne en vous? Je pense que le président Macron a une très, très importante puissance dans la discussion internationale. Je connais qu'il y a beaucoup de discussions à l'intérieur de la France. Aujourd'hui, tout le monde va regarder ce qui va se passer, en 2027 pour les élections en France. Mais je pense seulement sur la question internationale. Aujourd'hui, nous avons un chaos. Dans ce chaos, il y a les États-Unis qui sont pas faciles à comprendre. Il y a, c'est une expression diplomatique italienne, pas facile à comprendre, je suis diplomatique. Et il y a la Chine, il y a la Russie, il y a un nouveau ordre dans les situations des Saudi Arabie, des pays arabes, il y a l'Afrique, mais nous avons la nécessité d'avoir une très importante Europe. Macron a été et il est un leader fondamental
dans la discussion européenne. Je crois qu'il n'y a pas possibilité pour l'Europe d'avoir en futur sans l'alliance entre l'Allemagne et la France. Mais celui-ci, c'est une chose qui nous avons. Est-on en train de reculer sur un certain nombre de choses? Écoutez le président de la République sur la participation de l'Ukraine dans l'OTAN. Et hier soir, il a lâché cette petite phrase, l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. C'est doucher beaucoup d'espoir qui ont longtemps existé. On ne peut pas abandonner l'Ukraine à elle seule. Comme elle ne rentrera pas dans l'OTAN, on propose ces forces de réassurance. C'est-à-dire que tous les alliés qui y sont prêts, c'est le cas des Britanniques, des Français, de quelques autres, de mettre des forces prépositionnées, loin de la ligne de front, dans des endroits qui sont clés, d'avoir des opérations conjointes et de marquer, ce faisant, notre solidarité. Et nous le faisons pour une capacité de dissuasion. Pour dire, si la Russie intervient, et si la Russie venait à violer la paix, elle attaquerait de facto aussi des forces alliées. Est-ce que c'est une porte qui se referme? L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. C'était d'une certaine manière, dans l'histoire, après la chute du mur, là on est dans le temps long, depuis 91, la chute de l'Union soviétique, les peuples parlent au choix libre. Les Russes considèrent que l'OTAN s'est approché d'eux, mais c'est le libre choix des Polonais, des Tchèques, des Roumains, etc., qui sont entrés les uns après les autres dans l'OTAN, et cette fois, le président de la République française, par force, parce que ça semble impossible. Combien de lignes rouges et combien de portes étaient déjà fermées? Mais celle-là, hélas pour l'Ukraine. Expliquez-nous actuellement. Pourquoi, Michel Goya, pourquoi cette fois on n'ose pas le faire? Par peur de la Russie. Mais c'est pas nouveau, ça fait longtemps que l'Ukraine demande à rentrer dans l'OTAN. Oui, mais pourquoi cette fois, visiblement, on est condamné à dire non, désolé? Les Américains. Parce que les Américains sont hostiles. Bah oui. L'OTAN, Trump ne veut pas. Voilà. Et il y a une continuité, hein. C'est-à-dire qu'on peut accabler Donald Trump, je suis le premier à le faire, je vais continuer de le faire, mais Joe Biden était très clair à ce sujet, ça rendait furieux les Ukrainiens, qui le racontent très explicitement aujourd'hui, et puis il faut rappeler aussi les Français, les Allemands, 2008, qui ferment cette porte, et Zelensky qui utilisait souvent cette métaphore, et quelque part je pense qu'il est presque satisfait par la formule du président Macron, parce que ce que déteste Zelensky, il le dit souvent, c'est il utilise la métaphore de la table, et il dit vous nous laissez rentrer dans la pièce, il y a une table, et il n'y a pas de chaise pour nous. Combien de temps encore vous allez nous faire le sketch de nous dire qu'on sera éventuellement les bienvenus sans qu'on voit jamais de chaise être tirée et ouverte dans notre direction? Donc là, au moins, le président, en ne donnant pas, c'est-à-dire qu'il aurait pu accompagner ça d'un adverbe présentement, dans un futur tout de même, est-ce que c'est une victoire d'étape de Poutine? Je répète, je répète quand même. Pendant des décennies, on a dit les Roumains voulaient entrer, mais entrez, les Tchèques vous voulez entrer, vous êtes les bienvenus, les Polonais, etc., etc. Et cette fois, les Ukrainiens, on leur dira. Mais là, c'est trop compliqué. Deux choses à dire ici. C'est déjà, premièrement, je ne vais pas m'engager comme ça définitivement. Jamais l'Ukraine n'entrera pas à l'OTAN. On ne sait pas. On ne peut pas s'engager pour l'avenir. Tout peut changer. Poutine demain ne sera pas là. Tout le monde va peut-être changer sa position. Mais surtout, il faut savoir que quand l'OTAN dit, ou les membres de l'OTAN disent l'Ukraine ne pourra pas rentrer, la porte est fermée, ça veut dire, si on traduit, ça veut dire nous avons peur de Poutine, nous avons peur de la Russie, on se couche devant la Russie, et voilà, excusez-nous Vladimir Poutine, mais on est de votre côté. Et moi, je trouve que c'est lamentable. On n'a pas droit de trahir l'Ukraine comme ça, d'une manière aussi évidente. Posons la question à Matteo Renzi. Monsieur le Premier ministre, si vous étiez aux affaires aujourd'hui, est-ce que vous diriez oui, l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN ou non? Je suis d'accord avec le président Macron. J'étais président du Conseil des ministres de la République italienne lorsqu'il y avait les rendez-vous en Pologne, dans la même salle dont ils ont firmé les pactes des Varsovie, donc les pactes des communistes. Et en 2016, le président Obama et les autorités de la Pologne ont organisé les sommets d'OTAN. Donc le monde s'est vraiment changé. Mais je crois aujourd'hui que nous avons une situation très difficile. Et la politique et la diplomatie doivent comprendre ce qui va se passer. Donc je pense qu'il n'est pas le temps pour l'Ukraine dans l'OTAN. C'est le temps, attention, que cette chose est très importante pour l'Ukraine dans l'Union européenne. Si nous allons faire cette chose, nous avons vraiment importante nouvelle pour l'histoire de l'Europe. Et en même temps, et vous avez fait un très bon rendez-vous hier avec le président Macron, et il a dit pas seulement cette chose, il a dit l'Ukraine doit quitter l'empire des territoires. Tout le monde connaît que celui-ci, c'est la vérité.
personne n'a pas doute que celui-ci, c'est une part de la solution. Mais hier, le président Macron a été très clair. Congratulations pour l'interview, parce que pour la transmission, que c'était très intéressant. J'espère qu'aussi en Italie, il y a 3 heures de discussions entre les chefs du gouvernement et les journalistes. Très bon. Mais en même temps, je suis tout d'accord avec le président Macron sur l'OTAN et aussi sur la question européenne. Monsieur le Premier ministre, quand vous regardez des images du président Poutine aujourd'hui, on va voir plus tard dans l'émission ce rapport des services secrets sur le danger qu'il représente. Alors vous êtes tout ce que détestent les Russes, progressiste, très pro-européen. Vous avez été le chouchou de tous les progressistes de l'Europe quand vous étiez au pouvoir. Est-ce que vous pensez, vous, que Poutine peut attaquer frontalement l'Europe de l'Ouest? Attaquer vraiment? Je ne pense pas. Je pense que Poutine, c'est un homme qui a commencé avec le KGB. C'est un homme que... Vous avez un ancien agent du KGB à côté. Bon, donc vous connaissez ce qu'ils sont. Il est repenti, vous savez, c'est comme la mafia, monsieur le Premier ministre. C'est comme la mafia, il y a des repentis. Là, vous avez un repenti. OK, je n'ouvre pas cette discussion, mais je pense qu'il a une formation qui est très différente respect à la formation des leaders d'aujourd'hui. C'était très intéressant. Les premières semaines de la guerre, il y avait Poutine avec la stratégie de l'ancienne organisation militaire et en même temps Zelensky qui avait Instagram et qui faisait la campagne avec Instagram. Mais je crois que Poutine, c'est un homme capable de faire l'accord et je crois qu'il veut faire l'accord. Parce qu'il n'a pas gagné, merci à la réaction des pays européens, merci des États-Unis, parce que s'il n'y avait pas la réaction, dans une semaine, il était à Kiev. Il n'a pas gagné la guerre. Aujourd'hui, il va faire un accord parce que c'est nécessaire pour lui, c'est nécessaire pour l'Ukraine, c'est nécessaire pour tous. Quel type d'accord? Celui-ci, c'est le problème. Et il y a aussi une autre chose, qui est quel type d'Europe nous désirons construire pour le futur. Et on va en parler. Écoutez Vladimir Poutine qui se vante de pouvoir, lui, amasser un grand nombre d'hommes pour la lutte et pour le combat, maintenant. Je voudrais attirer votre attention sur le point suivant. Si les autorités de Kiev se livrent à une mobilisation forcée, avec des hommes pris comme des chiens dans les rues, en Russie, nos hommes y vont volontairement, de leur propre chef. Nous avons entre 50 000 et 60 000 volontaires par mois. Voilà, encore une question, s'il vous plaît, Matteo Renzi, Monsieur le Premier ministre. Quand la France dit on pourrait penser à des armes nucléaires françaises en Pologne, vous avez, vous, en Italie, des armes nucléaires américaines. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous que la France dise aux Européens, eh ben, peut-être qu'on va vous couvrir de notre parapluie? J'espère qu'il ne sera jamais nécessaire, ça va sans dire, mais je pense que c'est un geste très important. OK, la France a la responsabilité, il y a 70 ans, d'avoir bloqué la communauté européenne de la défense. C'est une responsabilité historique de la France, pour beaucoup de raisons. Aujourd'hui, vous êtes le seul pays de l'Europe avec la bombe nucléaire. Donc, donnez le message. Je suis prêt, comme le président Macron a décidé de faire hier, à donner la possibilité d'avoir l'arme nucléaire à un pays allié. C'est très important pour la déterrence, pas pour l'utilisation, mais c'est aussi un symbole de l'idée de la nouvelle Europe. Je crois et j'espère que cette attention à la bombe nucléaire, à toutes les armes, doit être aussi une attention à la diplomatie. Parce que l'Europe a perdu la possibilité de jouer un rôle dans la diplomatie et Riyad a joué ce rôle et Istanbul a joué ce rôle. Je crois que nous devons faire pas seulement une discussion militaire, mais aussi une discussion diplomatique. Merci beaucoup Matteo Renzi d'avoir été notre invité. Le danger de la Russie. Merci infiniment et bravo pour le français. Où est-ce que vous avez appris si bien français? Non, mais c'est pas un bon français. Je pense que c'est un français pas bon, mais j'espère que la prochaine fois il sera mieux. Bon, vous êtes le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Renzi. Le cri d'alarme de la part de Christopher Cavoli. Lisons-le et vous allez commenter, colonel. Le chef du commandement américain en Europe. Nous prévoyons que la Russie produira 250 000 obus d'artillerie par mois, ce qu'ils mettent en
bonne voie pour constituer un stock 3 fois supérieur à celui des États-Unis et de l'Europe réunis. Tout à l'heure sur ce plateau, vous disiez parfois il faut savoir, la peur c'est les bonnes conseillères. Là on voit que les Américains disent oui, il y a un danger de la part de la Russie. Oui, mais bien sûr qu'il y a un danger de la part de la Russie. Effectivement, il faut qu'ils produisent des obus. Alors, ça fait à peu près 3 millions, 3-4 millions, c'est ce qu'ils font. Au passage, ils en consomment 9 à 10 millions par an. Donc, ça reste quand même, malgré tout, modéré. Mais c'est plus que ce que nous produisons, nous, ça c'est clair. Ils apprennent dans un tas de domaines. Alors, ils souffrent dans d'autres domaines aussi. Mais on a une armée russe qui, si les combats s'arrêtent dans les semaines, les mois qui viennent, sera rapidement plus puissante qu'elle n'était avant le début de la guerre, par toute son expérience accumulée, par toutes les fabrications qu'elle fait. Alors elle a perdu par d'autres côtés, mais ce sera une armée puissante et qui sera capable à nouveau de mener des opérations offensives. Alors pas forcément pas envahir toute l'Europe, mais ils peuvent faire des coups militaires puissants. Et là, on a des moyens, mais il faut vraiment bien s'organiser, disons, pour être capable de faire face à cette menace, qui est une des menaces russes. Regardez cette vidéo, puisque dans les circonstances que nous sommes en train de vivre, je le rappelle, Vladimir Poutine ne se rendra pas personnellement à Istanbul. Est-ce qu'ils se donnent du temps? Est-ce qu'ils ont plus de temps qu'on ne pensait pour continuer à faire la guerre? En tout cas, il publie cette vidéo de la marine russe qui prétend avoir des forces considérables. C'est la journée de la flotte de la mer Noire, où cependant ils ont eu beaucoup de déconvenues. Voilà, commentaire, Sergueï. Ça marche sur les enfants, hein. Parce que en fait, tous les gens surtout les militaires, ils vont vous répondre « Regardez où cette marine de la mer Noire est actuellement ». Elle se cache à Novorossiysk, elle n'ose même pas pointer son nez au-delà de la baie de Novorossiysk, parce que les Ukrainiens qui, je vous rappelle, ne possèdent quasiment pas de flotte, les ont cornérisés dans cet endroit. Ils ont quand même envoyé par le fond le navire amiral, le navire amiral qui était censé, Poutine à cette époque-là disait, c'est le fleuron de la flotte soviétique et russe. C'est un navire qui non seulement se protège absolument lui, mais protège tout le territoire autour de lui. Il est par le fond, mais maintenant dans la mer Noire. Donc en fait, ces vidéos, c'est très très bien pour les gamins, mais là, il a du mal quand même. Vous savez, c'est comme pour la parade, pour le défilé de la place Rouge. J'ai toujours dit que en temps de paix, vous pouvez organiser les parades. En temps de guerre, c'est une bêtise d'organiser les parades, parce qu'en fait, la puissance de l'armée se jure sur le front. Ça fait 3 ans et demi que, soi-disant, cette énorme armée soviétique, russe, n'arrive pas à vaincre l'Ukraine. Comment expliquer cette dualité permanente depuis 3 ans maintenant, cette armée russe qui est à la fois, par certains côtés, puissante et dangereuse et efficace, et par d'autres complètement faibles. Effectivement, en mer Noire, ils ont été en situation très difficile. Ils sont puissants seulement parce qu'ils ont trouvé une parade, en fait, parade pas dans le sens 9 mai, mais ils ont trouvé un moyen pour quand même tenir et avancer. C'est leur humain, c'est la chair humaine. Ils en ont quand même en quantité. C'est pas les volontaires, c'est souvent, c'est-à-dire ce sont des volontaires, mais qui s'engagent comme s'ils signaient un contrat de travail. Il y a aussi des gens qui sont forcés d'y aller, c'est-à-dire des jeunes recrues, c'est différents éléments à la limite de la société, de ceux qui sont en prison ou des alcooliques ou des malades au stade final de leur maladie, des chômeurs, beaucoup de ceux qui ont des dettes, aussi les pères qui ne payent pas les pensions alimentaires. Donc il y a tout ça qui est envoyé au front. Et pour eux, l'idée c'est de tenir, peut-être avancer un tout petit peu, tenir en attendant d'un faux pas des Ukrainiens, en attendant un faux pas de Zelensky. Par contre, les Ukrainiens, pourquoi ils n'avancent pas, les Ukrainiens? Parce qu'ils n'ont pas d'aviation. Et les Ukrainiens se battent aujourd'hui avec peut-être une main liée, si ce n'est pas 2, au front. On a l'impression... C'est ça la stagnation, en fait, de l'armée russe. On a l'impression de quelque chose de quasi fantasmatique avec la Russie, c'est-à-dire cette puissance tout à l'Est qu'on connaît assez mal, dont on connaît mal les réflexes et qui est capable du pire
ou du meilleur en termes de puissance militaire. Et moi, j'ai rencontré des ministres français par exemple, qui disaient ça contribue à la peur. Bon, on ne sait pas très bien si mentalement ils dominent les Chinois ou les Chinois les dominent. On ne sait pas très bien le coup d'après. Ah non, les Chinois ça contribue. Les Chinois les dominent. Ça contribue. Oui, on dit ça. On dit ça et en même temps, si vraiment les Chinois les dominaient, vous nous dites les Chinois ils veulent que ça s'arrête. Or, visiblement, il n'en est pas. Non, là. les Chinois ne veulent pas que ça s'arrête. Ah, moi, j'ai jamais dit ça. Les Chinois sont intéressés pour que ça continue. Les Chinois ne veulent pas que ça dégénère. Mais si ça continue et donc la Russie s'épuise en armes, se démantèle, les Chinois veulent absolument ça.